Mesdames et messieurs, bonsoir. Marhaba bikoum à cette nouvelle rencontre du Book Club le matin. Au tout début, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024. On est très heureux de reprendre nos rencontres ici au tout début de l'année. Sachez qu'on vient de renouveler notre contrat avec Sofitel. On a toujours été agréablement accueillis par le public à Rabat. Et les rencontres ici se sont toujours passées dans les meilleures conditions. Donc on est très heureux de revenir encore une fois ici avec un rendez-vous une fois par mois pour la présentation d'un livre et la rencontre d'un écrivain. Alors aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir une primo-romancière, c'est comme ça qu'on dit, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il nous vient avec un sujet extrêmement intéressant. Je ne vous cache pas, dès que j'ai vu le titre du livre, on en parlait avec ce Ben Arafa, j'ai dit tout de suite, j'aimerais bien qu'on présente ce livre-là. Et donc, je souhaite la bienvenue à Saoussen Ben Arafa, qui vient nous parler de corsaires. On a l'habitude d'entendre parler des pirates du Caraïbe, des corsaires d'outre-mer. Et Saoussen va nous parler des corsaires de chez nous, qu'on ne connaît pas assez finalement. Et donc, on aura l'occasion, Inch'Allah, de découvrir tout ça. Je tiens à remercier notre grande amie Mariam Zkharaji, qui nous accompagne toujours dans ces rencontres. Donc, merci à toi, Mariam. Et bien évidemment, avant de céder la parole à Mariam pour le lancement de la rencontre, je tiens à remercier nos partenaires qui sont le Sofitel Jardin des Roses et la librairie Portanva. Donc je vous souhaite une excellente rencontre et très bonne continuation. Bonsoir, merci à Ali et merci au groupe le matin de créer des opportunités comme ça, de partager des choses intéressantes. Bonsoir à tous, merci d'être là. À mon tour de vous souhaiter une très très bonne année, pleine de belles lectures. J'espère qu'on aura énormément de productions littéraires cette année encore. Et voilà, on va passer un petit moment ensemble autour du livre de Saoussen que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier déjà, pour discuter, pour préparer cette rencontre. Et puis, je vous avoue qu'au début, je m'attendais à un roman historique quand même, une période de l'histoire du Maroc. Je m'attendais à une personne un peu moins jeune. Et puis, j'ai été agréablement surprise par la qualité de notre échange et surtout tout ce qu'elle a mis dans ce livre-là que je vous invite à découvrir. C'est un superbe, superbe roman, très, très bien écrit et très passionnant. J'ai eu l'occasion de la voir pendant quelques jours et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, même si c'était la fin de l'année et des réunions familiales, à le laisser tomber des mains. Donc je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Merci Saoussen pour l'échange qu'on va avoir et celui qu'on a eu déjà. Alors aujourd'hui c'est une journée très spéciale pour Saoussen, il faut le savoir, c'est pratiquement une présentation un jour anniversaire. Ce n'est pas son anniversaire mais c'est le 3 janvier il y a 4 ans déjà. Il y a 2 ans, le 3 janvier il y a 2 ans, Saoussen était en train d'imprimer le manuscrit de ce livre qu'elle allait envoyer à la maison d'édition et c'était le 3 janvier. Donc voilà, on fête ce pas courageux et j'espère plein de réussite. Bien, on va peut-être démarrer. Moi, d'abord, j'aime beaucoup la couverture, ce trait, ce crayon, est très très beau. Et puis, je voudrais peut-être qu'on démarre avec l'idée et la jeunesse du livre, peut-être avant aussi nous raconter comment, quand on a fait une école de commerce et qu'on a ensuite travaillé dans la parfumerie, dans un univers relatif à la parfumerie, il nous vient à l'idée d'écrire un livre, et pas n'importe lequel, un roman basé sur des faits historiques. Tu peux peut-être nous raconter comment ça s'est passé. Bonsoir à tous. Merci d'être là et merci de venir assister à ma première présentation du livre au Maroc. Donc c'est un honneur pour moi que vous soyez là. Pour répondre à votre question, la question c'est plutôt comment quelqu'un qui aime les livres va travailler dans la parfumerie, parce que j'ai d'abord aimé les livres et l'écriture avant de commencer mon école de commerce et avant de me lancer dans la parfumerie. Donc j'ai grandi dans une famille où il y avait toujours les histoires étaient omniprésentes et la littérature était omniprésente. Ma grand-mère racontait des histoires
toute la journée. C'était plutôt une manière orale, une transmission orale. Elle racontait des histoires de la famille, de notre pays, de son histoire personnelle. Et puis, mon père est toujours écrivain, et donc il passait beaucoup de temps à écrire, à lire pendant des heures. Donc je le voyais faire ça, et il y avait beaucoup de livres dans notre maison, donc j'ai toujours bercé là-dedans. Ma mère m'achetait beaucoup de livres. Et mon père nous lisait les 1001 nuits chaque soir, donc chaque soir on avait droit à une histoire des 1001 nuits, donc c'est comme ça que j'en suis venue à être intéressée par la littérature. Mais juste un petit mot, parce que vous avez mentionné la couverture, je viens d'apercevoir la personne qui a dessiné la couverture, donc vous pouvez la rencontrer à la fin, c'est Rassan qui est là. Donc je viens de le voir. Donc en fait, c'est venu comme ça, c'est venu par la passion des livres, par l'amour des livres. Mais comment est née l'idée d'écrire un livre sur une partie de l'histoire du Maroc? D'où vient cette idée? Alors, j'ai toujours été très intéressée par l'histoire du Maroc. Je trouve que le Maroc, c'est un pays très romanesque, merveilleusement romanesque. Il s'est passé tellement de choses. Notre histoire est vraiment incroyable. Et j'ai grandi dans la ville de Rabat, et d'abord de Salé, puis de Rabat, et qui pour moi représente une seule ville. Rabat-Salé, c'est une seule ville pour moi, et je pense pour la plupart des gens. Et donc j'ai passé mon enfance à traverser ces rues, à visiter la Casbah des Oudaya, la rue des Consuls, la Médina de Salé, d'où est originaire ma famille. Donc ça fait partie de mon identité. Et puis j'ai fait mes études à Paris, et puis on sait tous que Paris c'est la ville aux 100 000 romans, donc c'est une ville, tout le monde a écrit sur la ville de Paris, et je me demandais pourquoi il y avait très peu de romans sur la ville sur notre ville de Rabat-Salé, qui est tellement riche en histoire. Et il faut savoir que, en fait, ce roman, il a été inspiré par un contexte très précis, qui est le contexte des corsaires de Salé qui ont fleuri à l'époque au XVIIe siècle. Et pour replacer un petit peu l'histoire du roman dans son contexte, c'est l'époque où, en fait, ça a commencé, disons, à la Reconquista. Petit à petit, les musulmans ont été chassés d'Espagne, et puis le coup final a été apporté en 1609, quand le roi d'Espagne a décidé de vraiment chasser définitivement les musulmans, et beaucoup d'entre eux se sont réfugiés dans la ville de Rabat-Salé, et avaient une envie de revanche. Et donc, ils ont commencé ce qu'on appelle la course maritime, qui s'appelait à l'époque le Jihad al-Bahri, parce que c'était, disons, un jihad maritime qui était en fait une manière pour eux de prendre leur revanche sur ces gens qui les avaient chassés de chez eux. Et donc, ça consistait à prendre la mer. Donc, il y avait plusieurs entités dans Rabat. Il y avait les Salétains, les Slaouis d'origine. Il y avait les Hornacheros, qui sont les gens qui sont venus au début de la Reconquista, mais avec beaucoup d'argent, donc ils étaient très riches. Puis, il y a les derniers arrivés qui sont venus dans la débâcle. Et ces trois entités se sont regroupées pour en fait partir en mer, et c'est ça qui m'a inspiré le roman, puisqu'ils ont eu des hauts faits en mer en allant jusqu'en Islande par exemple. Donc voilà d'où est partie l'idée. Puis on va maintenant s'attaquer peut-être un petit peu au livre. On ne va pas vous raconter l'histoire du livre, ce serait dommage. On va laisser vous découvrir ou redécouvrir cette histoire. Mais par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi un titre avec un point d'interrogation. Qui se souvient des corsaires de Salé? Ça sonne comme une petite injonction. Il faut peut-être connaître cette histoire de Salé. Alors, est-ce que le titre a été choisi comme ça? Oui. Alors, je voulais poser cette question parce que justement, beaucoup de gens qui ont grandi ici ne connaissent pas les corsaires de Salé ou en ont vaguement entendu parler, alors qu'ils ont vraiment une histoire incroyable qui, je pense, est digne d'une série Netflix. Donc la question, c'est vraiment pour interpeller les lecteurs et interpeller les gens pour savoir, surtout s'ils viennent de Salé ou de Rabat-Salé, s'ils se souviennent des corsaires de Salé, et sinon qu'il faudrait s'en souvenir. Donc voilà. Très bien, donc c'est quand même un roman historique, donc il y a de la fiction,
il y a beaucoup d'histoires qui s'imbriquent, il y a beaucoup de personnages. Alors, comment ça s'est passé dans l'écriture? Quelle a été la démarche? Je suppose qu'il y a eu beaucoup de travail de recherche. Et donc, comment ça s'est passé? Si vous pouvez savoir comment a démarré l'écriture et comment elle s'est... Parce que je suppose que ça a pris quand même un peu de temps. Oui, ça a pris un petit peu de temps. Donc déjà, l'idée du livre a germé pendant un voyage en avion. C'est en général souvent là que j'ai des idées. Et en fait, c'est l'événement qui a provoqué, qui m'a interpellée, c'était, comme je disais, le voyage des corsaires de Salé en Islande, qui est un événement marquant qui a eu lieu en 1627 et qui est vraiment, pour l'époque, une prouesse maritime parce que c'est un voyage vraiment dans le Grand Nord. Et les corsaires sont parvenus jusque-là. Et j'avais lu ça dans un article, je pense que mon frère m'avait envoyé ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait vraiment interpellée. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que... En fait, je me suis dit au départ, comme il y a très peu de corsaires, de captifs islandais qui sont revenus en Islande, je me suis dit déjà, il doit y avoir beaucoup de Marocains qui sont peut-être islandais d'origine et qui ne le savent pas. Et après, je me suis demandé ce que devait ressentir un Islandais qui arrive au Maroc au XVIIe siècle. Et donc c'est ça qui m'a donné envie d'écrire le livre. Et pour parler un petit peu du livre, c'est vraiment se mettre dans la peau d'une captive islandaise qui arrive à Rabat Salé et qui découvre cette culture, qui vit à l'époque des corsaires, donc qui était une époque déjà où il y avait énormément d'étrangers au Maroc, parce qu'il y avait beaucoup de Marocains qui étaient des corsaires, mais il y avait énormément de gens d'Europe qui fuyaient l'Europe pour venir s'engager auprès des corsaires, parce que c'était l'aventure, c'était très lucratif. Donc voilà ce qui m'a inspirée, et j'ai fait beaucoup de recherches, bien sûr, comme vous m'avez demandé, oui. J'ai dû lire beaucoup de livres, donc si ça vous intéresse, je peux vous en citer quelques-uns, mais par exemple, il y a des livres qui étaient jusqu'à présent disponibles seulement en islandais, dont un auquel je pense qui est d'un pasteur islandais qui s'appelle Olafur Egilsson et qui a été enlevé en Islande. Et dès qu'il est arrivé en Afrique du Nord, il a été renvoyé pour aller chercher la rançon. Et donc, il a écrit son voyage et comment ils les ont attaqués, et le raid, etc. Mais ce livre n'était disponible qu'en islandais. Il a ensuite été traduit en danois, je pense, et ensuite en anglais, seulement très récemment. Donc, j'ai lu ce livre-là, j'ai lu des livres sur l'histoire de Rabat Salé, l'histoire du bourg grec, un livre qui parle spécifiquement des corsaires de Salé aussi, et des livres sur les pirates, les utopies pirates, parce qu'il faut savoir que Salé, ça a été la seule entité pirate corsaire, disons, qui a été indépendante. Donc ils ont vraiment créé un diwan à une époque ici. Donc il y a beaucoup d'autres entités qui s'en sont inspirées. Donc voilà, j'ai lu beaucoup de livres et ça m'a pris presque 4 ans pour écrire le livre, parce qu'il faut écrire, retenir, noter et puis écrire. C'est une démarche quand même très courageuse, parce que vous allez le remarquer quand vous lirez le livre, ce sont des histoires qui s'imbriquent, qui se superposent. Et puis, à un moment, on est au Maroc, et puis ensuite, on est en Islande, et 2 pages plus tard, on se retrouve encore. Donc, franchement, déjà en tant que lecteur, ça demande énormément de concentration pour suivre toutes les actions du livre, et c'est passionnant. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le lâcher, parce que ça se... Alors, est-ce que c'était difficile ? Pas vraiment, pour moi c'était pas difficile parce que j'étais vraiment dans mon univers et je vivais l'histoire avec les personnages. Donc il y a des personnages qui sont au Maroc et il y a des personnages qui sont en Islande et dans ma tête c'était clair, le laps de temps, l'époque à laquelle les choses se passaient, pour moi c'était clair, la chronologie était très claire. Donc c'est vrai que ça peut paraître une gymnastique et c'était un petit peu, mais c'était clair que quand tel personnage va arriver à Salé, tel personnage aussi arrive à Salé. Quand il y a eu l'attaque en Islande, voilà, il se passe ça. Mais oui, j'ai fait un petit tableau pour m'organiser. Donc, voilà. C'est vrai que ça paraît simple, mais c'est vraiment faire coïncider comme ça les arrivées, les dates. Oui. C'est quand même... Je pense que ça, c'était l'exercice
qui était le plus Je difficile. pense aussi. Parce que les personnages, ce qui leur arrive, c'était clair dans ma tête. Mais faire coïncider mon idée avec les vrais faits historiques, ça c'était la chose la plus difficile. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent des romans historiques et qui peuvent... parce qu'un romancier, c'est pas un historien, donc on peut s'arranger avec l'histoire, disons. Mais pour mon premier roman, en tout cas, je voulais vraiment que les faits soient les plus justes possibles. Donc c'est pour ça aussi que le livre se déroule sur 2 époques, c'est ça. Pour vraiment garder, et être loyal aux faits historiques. Et dans la façon d'écrire le livre, avec ses chapitres, avec le titre à chaque fois, la situation, c'est-à-dire le lieu, vous avez voulu aussi peut-être faciliter la lecture, oui. Pour que les gens puissent se retrouver et puissent continuer à suivre. Exactement. En fait, chaque chapitre parle d'un personnage. Absolument. Disons, après ils se rencontrent, mais au départ... Oui. Chaque chapitre parle d'un personnage et il y a le lieu et l'endroit pour visualiser, les choses, pour que ce soit clair pour le lecteur. Et c'est vrai que c'est parfaitement clair. On lit, quelquefois, mais on se retrouve d'un endroit à un autre, mais c'est totalement clair. Peut-être qu'il y a un passage qu'on pourrait éventuellement lire pour montrer comment ce roman historique, basé sur des faits historiques qui sont très justes, je pense que Saucen est modeste, mais elle a dû faire énormément de travail pour vraiment rendre les faits dans leur justesse. Il y a aussi c'est un roman, donc beaucoup de descriptions, une Médina qu'on découvre, des couleurs, des senteurs. Franchement, cette description nous laisse facilement imaginer, et vous le disiez tout à l'heure, on pense à une série Netflix, moi je dirais un super beau film au cinéma, où on imagine, quand on lit, on imagine ces séquences-là. On va peut-être lire un petit passage pour donner un aperçu de ce que c'est un roman historique écrit par Saucen. Alors j'ai choisi 2 passages, un court et un tout petit peu plus long, mais ça ne dure pas longtemps. Donc c'est chapitre 23. Chaque ruelle portait son histoire entre ses parois et dans la mémoire de ceux qui l'habitaient. Celle du four public sentait bon le pain et les gâteaux. Celle du hammam voyait défiler les femmes chargées de seaux en étain. Celle qui serpentait dans la Médina attirait les chats à la queue coupée qui venaient y chercher l'ombre et y boire le lait versé par une veuve. Cette autre encore sentait l'encens et le cuir rapporté par des marchands du bout du monde. On apprenait à connaître ces rues sans guide, en y passant et repassant, en humant les parfums qui y flottaient, en touchant du doigt les murs irréguliers. Là, un amant avait gravé le nom de sa promise dans la pierre. Dans cette maison avait vécu un homme sage. Derrière cette porte, une diseuse de bonne aventure dévoilait l'avenir au plus incertain. Hillel apprit à aimer ces rues comme des membres de sa famille. Chacune était différente, et c'était leur singularité, le charme discret qu'elles offraient aux passants attentifs qui le touchaient. Je lis le 2e passage. Allez, ne fais pas cette tête. Tu vas voir des corsaires comme tu en as toujours rêvé. D'ailleurs, John et William font eux-mêmes partie d'une flotte, dit Faris en montrant ses 2 amis. Ce sont des renégats anglais. Les 2 gaillards hochèrent la tête en souriant. Le soleil de fin d'après-midi s'agrippait aux nuages rosés, jaloux de laisser place à la lune dont on devinait déjà l'esquisse. Ils descendirent sur les berges du Bourgreg où un vieux bougre édenté leur proposa la traversée contre une pièce. Ils montèrent tous les 4 à bord de la barque rafistolée et Hillel pria pour que la traversée soit courte. Cette embarcation de fortune ne lui inspirait aucune confiance. Le voile de lumière qui enveloppait la Casbah lui donnait une allure féerique. 5 siècles qu'elle surplombait le fleuve en contrebas, qui courait se jeter dans les eaux de l'Atlantique. On racontait qu'avant la Casbah se trouvait un emplacement romain, le Qsar de Bani Targas. Faris y avait trouvé une pièce à l'effigie de César, qu'il avait longtemps gardée en porte-bonheur avant de se la faire dérober. Il en était encore amer. Hillel essaya de penser à autre chose. Il avait l'estomac noué d'excitation et de terreur. Il courait se jeter dans le repère des corsaires, un endroit qu'il avait évité depuis son arrivée à Salé. Le rire gras de John et William n'était pas pour le rassurer. Ils parlaient un arabe étrange, truffé de mots qu'il ne comprenait pas. Ils montèrent la pente qui menait à la Casbah. William, le grand à la balafre, se retourna.
Tu vois, depuis que le roi d'Espagne a décrété l'expulsion des musulmans d'Andalousie, beaucoup d'entre eux sont venus se réfugier à la Casbah. La plupart ne parlent qu'espagnol. Ils entrèrent par la porte à l'arc outrepassé et c'est comme s'ils avaient changé de pays. À l'intérieur, l'espagnol des nouveaux arrivants répondait à l'arabe des hornacheros venus de la péninsule il y a plus longtemps. Dans les rues de la Casbah, on discutait des dernières nouvelles du pays, qu'on avait quitté de force. On parlait des assauts contre l'ennemi. On évoquait les razzias entreprises en terre de France, d'Espagne ou d'Angleterre. On partageait des opinions avec véhémence. On tentait de comprendre les accents de chacun. On prévoyait les prochaines conquêtes. On partageait son thé avec les bruns, les roux, les blonds, ceux qui avaient tout perdu, les estropiés de guerre, les vieux pirates, les morts et les renégats. On vivait dans une marmite en ébullition. Enfin, les corsaires. Ce sont en effet de très beaux passages qui vous montrent à quel point c'est de l'histoire, mais de l'histoire romancée, de l'histoire qui nous donne envie de plonger dans le livre. Alors moi, j'ai noté un petit passage, en tout cas, que je vais lire, que je vais avoir le plaisir de lire. Et je vous poserai la question après le passage. Là, c'est un échange, c'est une conversation, et puis Vous voulez le micro? Tu vas à Salé, c'est ça? Tu vas chercher à te faire engager chez les corsaires? Ça me plairait bien à moi aussi, mais ce n'est pas pour un jeune homme de mon éducation, selon mon père. Devant l'air perplexe de Hillel, il demanda: les corsaires, mon vieux, tu vois ce que c'est? Non, dit Hillel, qui s'attendait encore à une blague. Tu étais enterré où tout ce temps? Tu vois, lorsque les chrétiens ont réussi à arracher l'Espagne des mains des musulmans, qui l'a peuplée depuis 8 siècles, beaucoup d'entre eux ont décidé de quitter les terres de leurs ancêtres. Et ils sont venus ici. Certains ont réussi à emporter leurs biens avec eux et ont acheté des navires qu'ils ont armés. Maintenant, ils tentent de récupérer l'Andalous et écument les mers en attaquant et rançonnant les vaisseaux espagnols. Parfois, ils engagent de jeunes hommes agiles comme nous pour aider aux tâches quotidiennes sur les navires. Le regard perdu dans le vide, il imagina les batailles, lui à la tête d'un navire, capturant hommes et biens, criant des ordres, lançant ses troupes à l'assaut de l'ennemi. Que ces passages-là, et il y en a d'autres, il y en a d'autres au fil des pages, est-ce que ces passages-là, c'est un peu pour expliquer aussi et lever quelques préjugés sur les corsaires? Oui, vous voulez dire se mettre à leur place? Se mettre à leur place et expliquer pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils étaient là Oui. et raconter un petit peu leur histoire, parce qu'il y a beaucoup de préjugés autour des corsaires. Bien sûr, c'est pour ça, parce que faut savoir que sur le sujet, les sources, elles sont principalement européennes. Et donc, quand c'est des sources de l'époque, en général, évidemment, l'Europe était terrorisée par les corsaires de Salé, donc leur vision ne peut pas être la même que celle des gens qui font ça. Mais il faut savoir que déjà, il y avait des corsaires des deux côtés de la Méditerranée et que c'était des batailles que se livraient les deux entités. Mais voilà, j'ai voulu me mettre à la place des corsaires, comprendre pourquoi ils faisaient ça, parce que beaucoup d'entre eux, en fait, finalement, étaient eux-mêmes européens. Et je pense que c'est important de le souligner, vous le verrez sûrement dans le livre, mais c'est pour ça que c'était aussi plus facile pour eux d'attaquer des navires, parce que ils parlaient la langue des gens qu'ils attaquaient. Ils allaient faire des razzias dans leur village d'origine. Donc, ils connaissaient bien le secteur. Mais voilà, j'ai voulu les rendre plus humains parce qu'on n'a pas de livre de corsaires qui raconte comment ils ont fait ça et pourquoi ils ont fait ça. Effectivement, on s'attache à ces personnages-là. Vraiment, on se met à leur place et on s'attache à ces personnages. Est-ce que... c'est quand même une partie importante de l'histoire du Maroc. S'il y a des projets, parce qu'il y a un épilogue, et à la fin de l'épilogue, vous dites si le lecteur a envie d'aller plus loin. Donc, on sent que vous avez effectivement, quand on finit, on a envie encore que ça continue. Est-ce qu'il y a
un projet dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a un projet d'écriture, peut-être une autre période de l'histoire du Maroc, ou peut-être continuer Au départ, donc j'avais tellement d'idées que c'est pour ça que j'ai fait le livre sur 2 époques qui sont le début du XVIIe siècle, puis sous le règne de Moulay Ismaïl. Et à la fin, je m'adresse au lecteur parce que je trouvais ça un clin d'œil de parler directement au lecteur à la fin du livre. J'ai des projets d'écrire d'autres livres, dont un que j'ai déjà commencé, qui aussi parle du Maroc et qui se passe en grande partie au Maroc et avec des personnages marocains. Donc, ça ne sera pas forcément une suite de celui-là, même si plusieurs personnes m'ont dit « Ah, j'ai trop envie qu'il y ait une suite. Peut-être que j'en ferai une dans le futur, qui sait ?» En tout cas, oui, bien sûr, je continue d'écrire et je suis toujours autant inspirée par l'histoire du Maroc qui est vraiment très riche. Et j'ai des projets qui sont déjà ouverts et qui intéressent apparemment déjà des maisons d'édition, donc ça c'est positif. Je suis contente. C'est très bien, d'autant plus que juste peut-être vous raconter aussi comment ça s'est passé. Saoussane a juste écrit quand elle a fini, elle a fait ses impressions, elle a imprimé beaucoup de copies parce que la maison d'édition à laquelle elle a adressé son manuscrit voulait absolument des copies physiques et puis elle a reçu un mail qui lui disait que son manuscrit a été accepté. Donc je suppose qu'ils ne vont pas tarder à accepter le deuxième. En tout cas, je vous souhaite plein de succès parce que franchement, c'est une très belle écriture. Le livre, le roman est superbe, passionnant. On a envie, effectivement, d'avoir une suite et de continuer à suivre ces personnages. Et il y en a beaucoup. Il y a Anya, il y a Hilal Driss, l'amiral, Morad Raïs. Enfin, il y a énormément de personnages auxquels on s'attache très rapidement. Voilà, moi je pense que c'est les questions que je voulais poser. On ne va pas rentrer dans le détail de l'histoire parce que le but, c'est vraiment que vous passiez récupérer votre exemplaire, le faire dédicacer. Saoussane est là encore aujourd'hui, mais elle ne va pas tarder à prendre l'avion. Donc c'est vraiment l'occasion d'acheter le livre et de le faire signer. Vous allez découvrir une très belle histoire et une très belle écrivaine, une primo-romancière, c'est vrai, mais on ne le sent absolument pas en lisant le livre. Voilà. Bien évidemment, vous avez 20 minutes pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie ou simplement faire une réflexion sur cette période. C'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on puisse échanger avant de passer à la séance de dédicace. Bonsoir, je n'ai pas lu le livre, donc je vais l'acheter. Moi, je voudrais rendre hommage à la forme d'écriture. Il est rare que, surtout des jeunes romanciers, s'attaquent au roman historique. Et je crois que l'un des maîtres contemporains du roman historique, qui est aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie française, il faut le citer, c'est Amin Maalouf. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu Les Croisades vues par les Arabes, c'est un travail de 7 ans. Donc le fait que vous ayez consulté des documents en islandais, traduits en danois, puis en anglais, c'est à votre honneur. On a besoin de ce type de roman parce que ça permet de sortir des sentiers battus avec quand même une réserve. Je suis un spécialiste de l'histoire de Salé, qui est un petit peu ma ville, côté maternel. Dans l'histoire du roman, il y a l'histoire du roman, mais on doit satisfaire aussi bien quelque part l'historien que le féru de roman. Donc faites attention, la question du regard de l'autre est tout à fait normale. Le corsaire, c'est le corsaire, c'est comme l'enfer, c'est l'autre. Il faut savoir que la course est quelque chose de légal, parce que souvent on confond la course et la piraterie. La course, c'est une lettre de mission, d'ailleurs on appelle des lettres de course de mission, sous la tutelle de la couronne, en l'occurrence sous la tutelle de la dynastie. Donc, c'est une manière, si vous voulez, de continuer sur mer les combats ou les rapports de force qui se font sur terre. Donc, il faut être décomplexé pour ça. Les corsaires de Salé étaient très modestes. Ils n'ont jamais terrorisé. Faire très attention. Les grandes courses, c'était les courses hollandaises, qui étaient d'ailleurs les grands alliés de Salé, parce que c'était les ennemis de l'Angleterre. La course française, britannique et la course turque, elle, a terrorisé. Salé était plus modeste parce que Salé n'avait pas le choix. Il faut le dire, Salé était la seule sortie sur la mer. Parce que nous avons vécu, pour l'histoire, peut-être que ça peut vous donner une idée, je termine très vite, Merci. Nous avons vécu un siècle de fitna au Maroc,
où c'est le XVe siècle, où toutes les villes ont été prises côtières, à l'exception de Salé. Vous allez voir, tout ce que vous dites là, vous allez le trouver dans le roman. Vous allez voir, vous pouvez être totalement rassurés. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Voilà, par là. Il y a... Alors, bonsoir. Je vous félicite d'une manière grande et surtout que je connais votre père. Je connais son talent d'écrivain, d'historien et de connaisseur en religion. Et j'ai assisté à ces conférences et elles sont très, très intéressantes. Donc, cette branche est de cet arbre et on la reconnaît de loin. Et ce qui a attiré mon attention est le prénom du héros. C'est Hillel. Si un étranger le prononce, il va le prononcer autrement, Hillel. Mais Hillel, c'est autre chose, c'est la lune quand elle est à ses débuts. Et c'est le croissant qui a une connotation avec l'islam. Donc, je crois que je ne me trompe pas. J'ai été inspirée par ce prénom, et c'est vraiment parce que ça ressemble au croissant de lune, mais oui, vous vous trompez pas. Merci. Bonsoir Safsen. Peut-être pour les personnes dans la salle, je suis son frère, donc si tu me permets, je vais te tutoyer. Tout d'abord, félicitations, je suis très fier de toi, bravo. Ma question pour toi, c'est, et sans utiliser la carte Joker de Baba, si tu devais donner 2-3 noms d'écrivains qui ont été des inspirations pour toi, tu dirais lesquels? Je dirais Amin Maalouf, justement, qui est un de mes auteurs préférés. Avec son roman, surtout Léon l'Africain, qui est vraiment un de mes romans favoris. Alexandre Dumas, qui m'a fait découvrir le roman historique quand j'avais 11 ans. Et c'est vraiment pour moi un des plus grands écrivains français. Et qui d'autre? J'aime beaucoup Kessel, c'est plus du roman d'aventure, mais j'aime beaucoup. Très bien, merci. Oui, Ahmed Saïd Oulba. Je suis mauritanien et c'est de cette perspective que je vais faire mon premier commentaire et puis après un témoignage. Je voudrais dire que ce roman présente pour nous une particularité puisque ça fait partie aussi de l'histoire maritime de la région. Et j'invite en fait Sawsan justement aussi de s'inspirer peut-être et de s'intéresser justement à cette continuité sud de cette particularité de la région. Et je suis sûr que vous avez lu sur toutes les histoires et surtout des Européens, soit portugais ou hollandais ou britanniques, qui ont connu justement des aventures qui sont relatées d'une certaine manière dans le livre. Je voudrais faire un deuxième commentaire qui est justement en relation avec la famille littéraire que vous avez mentionnée et comment vous-même, vous avez commencé à écrire en français. Alors que votre père est connu justement pour ses écritures très très versées dans la spiritualité arabe, dans la religion. Et je pense que cette démarcation littéraire dénote d'un phénomène émergent. Et c'est justement, je m'intéresse à cette émergence par rapport à cet environnement littéraire. Alors, j'ai toujours beaucoup lu dans les deux langues, français et arabe. De toute façon, je n'avais pas le choix avec mon père. Donc, c'était depuis l'enfance que l'arabe, c'était très, très important. Pour moi, la langue arabe, elle est magnifique. J'adore la lire. Je ne sais pas si j'ai le talent pour écrire, en tout cas en langue arabe pour le moment. Et donc, j'étais plus à l'aise, disons, d'écrire en français au départ. Et aussi pour une autre raison qui est que j'avais envie de faire connaître notre histoire en dehors du monde arabe, parce que peut-être que nous connaissons notre histoire à des degrés différents, mais en tout cas, c'est certain que
que, par exemple, là, maintenant, j'ai beaucoup de gens en France ou des gens francophones qui ont lu le roman et qui découvrent des choses de notre pays, de notre histoire. Et je pense que c'est important, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu utiliser une langue qui est... qui attire d'autres gens d'autres pays et d'autres régions du monde, disons. Peut-être un jour j'écrirai un livre en arabe. Alors bonjour. Oui. Premièrement, je vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui. L'échange a été particulièrement enrichissant. Vous avez précisé que beaucoup des sources que vous utilisiez étaient européennes, si je ne me trompe pas. Comment vous avez fait dans l'écriture de votre livre pour vous émanciper de l'européanocentrisme, de la narration de l'histoire du Maroc et d'autres pays malheureusement qui ne sont pas européens? Parce que ce que l'on constate, c'est que lorsque l'histoire du Maroc ou d'autres pays africains notamment est racontée du point de vue français, anglais ou européen de manière plus générale, il est empreint d'orientalisme ou de stéréotypes. Donc comment vous avez fait pour regarder au-delà de ces préjugés-là? En fait, je ne me suis pas inspirée seulement de sources européennes. Disons que les sources sur les corsaires sont beaucoup européennes, mais je me suis inspirée d'autres sources qui sont aussi locales. On a parlé tout à l'heure d'une historienne, je ne sais pas si elle est là, mais d'une historienne marocaine qui s'appelle Leïla Mziane, qui a beaucoup travaillé sur les corsaires et qui en parle aussi du point de vue des corsaires, des Marocains. Il y a aussi beaucoup de documentaires marocains qui parlent de ça. Donc les archives, disons, sont plus européennes, mais il y a des gens contemporains qui sont plus des historiens qui traitent du sujet. Donc il y a une vision aussi, disons, locale des corsaires qui est plus contemporaine. Donc j'ai lu beaucoup d'archives européennes et aussi je me suis inspirée de gens qui parlent des corsaires, mais au Maroc actuellement. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل أن أتكلم باللغة العربية لأن بمجرد ما نطقت بالجهاد البحري اكتشفت أن لغتك العربية جميلة ورائعة. شكرا. سيدتي، عبد الكامل دينيا، إطار دبلوماسي متقاعد وعضو في جمعية رباط الفتح التي نتشرف بها وبحضور رئيسها. أولا أبدأ من كلمة شكر لبوك كلوب على هذا الفضاء الثقافي اللي كيخصوه لنا، اللي هو نحن في أمس الحاجة إليهم في هذا الفضاء العالمي وفي هذه العولمة. فقط أنا ليس لدي سؤال، أود أن أشكرك من أعماق القلب بكل جميل عرفان والتقدير على هذه البداية الرائعة وهذه الكتابة، وهي قبل المراجع وقبل العلم هي موهبة من الله سبحانه وتعالى. والله منحك أشياء كثيرة ولله الحمد. فضاء عائلي الحمد لله ذي بعد روحي وثقافي وفكري، على رأسه صديقنا المفكر والروائي والمؤلف سيدي عبد الإله بن عرفة. فأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وننتظر كتاباتك الجديدة، ولكن لا بد من العربية. شكرا. شكرا. إن شاء الله العربية. في اطار غاب بسرعه، يعني واش ما كاينش واحد المشروع ديال الترجمه ديال، يعني ماشي بالضروره تكتب انت، ولكن الترجمه يعني كتفتح افاق ومجال للناس اللي عندهم هذه الرغبه باش انهم يقراوا باللغه العربيه. يعني كنظن الموضوع شيق وكيهم واحد العدد كبير. متفق معك انه يعني لوطخ الى بوزوان دو كونيتر نوتر هيستوار، مي صراحه انا كنهضر حنا براسنا الشباب ديالنا، لي جون ديالنا، وتبارك الله vous êtes un très bon exemple de voir une jeune qui s'attaque à un sujet très profond très important. يعني حتى العربيه كنظن انها باش نعطيوها الحق ديالها، الترجمه كتبقى واحد الوسيله، واحد الحل اللي قريب، واللي نتمناو انه يكون زعما يشوف الحضور ديالو في اقرب فرصه ممكنه. متفقه معك ان شاء الله. الى شي حد باغي يترجموا مرحبا بكم. نداء. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'assister à cette présentation
Je voulais féliciter Sousan, ce travail que je n'ai pas encore lu, mais je vais avoir sûrement le bonheur de le lire, d'autant plus que je m'intéresse à Rabat, Salé et leur histoire commune. Je voulais vous poser une question. Certainement que vous avez abordé, enfin cité beaucoup de personnages. Quel est dans ce magma de la piraterie, de la course, le personnage qui vous a le plus impressionné? Qui m'a le plus impressionné, bon, il y en a plusieurs, mais disons le personnage marquant dans le roman et qui a attiré mon attention, c'est Morad Raïs, qui s'appelle aussi Yan Yansoun, et qui est un Hollandais qui a été kidnappé lui-même aux Canaries par des corsaires d'Alger. Il s'est retrouvé à Alger et il s'est converti et il est devenu lui-même un corsaire. Et puis, il a entendu parler de Salé. Et en fait, Salé, c'est vraiment le grand terrain de jeu des corsaires parce que ça donne directement sur l'Atlantique. Donc, c'était l'endroit où il fallait être, disons, et c'était le seul endroit où les corsaires pouvaient aller sur la mer du Ponant en Atlantique. Donc ce personnage m'a marqué parce que c'est lui qui a organisé la sortie en mer qui est allée jusqu'en Islande et qui a été, disons, une des plus marquantes de l'histoire des corsaires. Donc c'est ce personnage qui s'appelle Morad Raïs. Et un Marocain? Et un Marocain, alors on a Ben Aïcha, qui est très connu, bien sûr, et qui a été aussi considéré comme le diplomate parce qu'il a été envoyé à Versailles. J'en parle dans le livre, d'ailleurs. Donc, oui, il y a un passage sur ça. Il a été envoyé à la cour de Louis XIV. Donc, bien sûr, on n'oublie pas Abdallah Ben Aïcha, qui est un personnage marocain marquant de la course maritime. Bien, moi, je me joins à mon ami Ahmed Saïd, qui est de Mauritanie, et il y a le prolongement sur l'Atlantique, et maintenant, il y a le Maroc atlantique, le Maroc africain, l'Afrique atlantique, etc. Il y a des pays francophones. Vous avez bien fait d'écrire votre livre en français. Et donc, il va falloir faire en sorte qu'il soit bien distribué dans les pays africains qui sont maintenant très friands de tout ce qui se fait au Maroc, non pas seulement sur le plan économique, mais également sur le plan culturel. Et là, il va falloir faire un travail de marketing assez important vis-à-vis de l'Afrique. Pour la traduction, faites-le traduire tout de suite en chinois. Karima Isribi est là. Elle va présenter un livre qui a été traduit d'un penseur marocain qui n'est autre que Abbas Gérari et qui va être présenté le lundi prochain. Et donc, je pense que la grande ouverture actuellement sur le monde, c'est par la traduction vers le chinois. Et nous avons eu une expérience exemplaire. On a fait traduire grâce à Karima Itribi le livre sur le Sahara marocain qui a été écrit par un Français. Et donc, vous voyez un peu. Ce livre a été très, très bien distribué et très vite en Chine. Donc, n'hésitez pas si on vous propose, si on vous fait la proposition de le faire tout de suite. Et merci beaucoup et félicitations. Sousan repart avec de nombreux projets de traduction, d'écriture de prochains romans. Il y avait une question par là et puis je reviens à vous. Il y avait une question par là tout à l'heure. Bonsoir, je suis très copine avec Sousan et nous partageons ensemble une passion qui est l'architecture.
Donc, je voudrais surtout dire à Safsan que tu nous as vraiment porté honneur en écrivant ce livre. En commençant à le lire, je me suis replongée dans toutes mes lectures d'enfance. Léon l'Africain, Amin Ma'louf, Émile Zola, avec les descriptions des paysages urbains, de l'architecture, des personnages à l'intérieur de leurs propres espaces, la Médina et aussi leur rapport avec la nature, avec les dunes, le Sahara. Et tout ça, c'était magique. Et vraiment, je retrouve Alexandre Dumas, tous ces écrivains qui ont nourri notre enfance, notre adolescence. Et je trouve ça extraordinaire. Je te remercie pour ce beau livre que tu offres au Maroc et pour ta délicatesse aussi dans ton écriture. Merci. Merci, petit sœur. Oui, bonsoir. Je prends la parole pour faire un témoignage. Je suis la maman de quelqu'un qui m'a envoyé pour acheter le livre. Parce que quand il a vu l'affiche qui tournait, et il a dit, c'est l'occasion d'apprendre l'histoire de notre Maroc par des jeunes. Et donc, je suis là pour... il n'est pas ici maintenant, mais je vais lui envoyer le livre. Merci pour ça, parce que vraiment, le fait que nos jeunes qui sont au final partis à l'étranger étudier et bon, par la même occasion, ils se sont pour l'instant installés là-bas, s'intéresser au Maroc, et l'histoire de leur pays, ça me fait chaud au cœur. Et je vois qu'il y a beaucoup d'architectes qui ont réagi à ce... Est-ce que c'est la couverture qui a fait que... ou le livre? Et bravo pour la couverture aussi, bravo à vous. Oui, on va peut-être demander à Arsène de se lever parce que c'est important. Bonsoir, merci beaucoup. La couverture du livre est un élément important parce que c'est le premier contact avec le livre et donc bravo pour cette couverture. Merci beaucoup. Très belle. Bravo à toi, Samson. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Alors, une question ici. Merci pour ce livre. Je vous donne une question. Quel est le statut politique et territorial de Salé dans cette époque? Le roman commence en 1627 à l'époque du Diwan des corsaires. Donc au départ, c'est le Diwan des deux rives du Bouregreg. Et ça se finit avec le début de la dynastie alaouite, avec le règne de Moulay Ismail, donc sous la tutelle du sultan. Voilà. Et peut-être une réaction? Oui, bien sûr. L'Afrique francophone, il y a quand même une vingtaine de pays. Il y a cette ouverture. Le matin peut très bien s'ouvrir, ouvrir cette porte aussi à l'Afrique. C'est très important. Oui, en fait, on a eu un grand passé maritime qui a été peut-être un peu oublié et de nos jours. Et maintenant, c'est l'occasion avec tout ce que le Maroc fait, ce que Sa Majesté fait pour créer des infrastructures qui sont vraiment ouvertes sur l'Atlantique, le Maroc Atlantique avec l'Afrique, etc. Donc je pense que ce roman peut-être arrive de manière, par hasard, au bon moment dans cette ouverture de notre pays sur l'Atlantique, sur l'Afrique, sur le monde arabe et qu'il rayonne. Pardon, il y a déjà un micro ici, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, moi, je voulais rebondir justement sur l'intervention de Si Abdelkrim Bennani par rapport au chinois, à la traduction en chinois. Et une idée qui m'est venue, c'est celle de faire un parallèle ou une passerelle avec l'histoire chinoise de la mer,
histoire marine de la Chine, durant laquelle un de ses personnages clés, si ce n'est le personnage le plus important de son histoire, qui est un amiral chinois d'origine musulmane, qui s'appelle Zheng He, qui fut littéralement le plus important de la marine chinoise. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Il faut peut-être chercher dans cette direction-là pour attirer nos amis chinois dans cet univers qui est le nôtre. Peut-être un nouveau personnage de Salé qui part sous Zheng He en Chine. Merci Camille. Bonsoir. Je suis ravie d'écouter une jeune parler d'histoire. Et je pense qu'on est dans un moment de l'histoire du Maroc avec sa population, autant des gens de mon âge que de votre âge, qui s'intéressent à l'histoire et qui ont besoin d'éclaircissements autour de l'histoire. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Je suis arrivée un petit peu en retard et je ne sais pas si vous en avez parlé, mais le sujet sur la question de ce qui a pu opposer les Rbati aux Slaouis. Je voudrais une réponse d'une jeune comme vous, de par son héritage et de par sa compréhension, parce que vous avez travaillé le sujet, qu'est-ce que vous avez pu en retirer pour que le bourg grec soit Hlib ou Zbib, etc. Et que voilà. Merci. J'ai effleuré le sujet au début en disant que pour moi, Rabat Salé, c'était une entité. Je parle dans le livre brièvement des petites querelles, mais il faut savoir que quand on dit les corsaires de Salé, ce n'est pas les corsaires vraiment de la ville de Salé, parce que en réalité, ils étaient dans la Casbah de Rabat, et que Rabat s'appelait Salé le Neuf à l'époque. Donc en fait, pour moi personnellement, qui ai vécu à Rabat et à Salé et qui ai grandi ici, j'ai pas de rivalité. Pour moi, il n'y a pas de rivalité, même si je sais qu'il y a eu dans l'histoire des petites anicroches, parce que, en fait, j'en parle aussi dans le roman, c'était des populations différentes. Au départ, il y avait les Slaouis d'origine, et puis il y a les nouveaux arrivants qui arrivent d'Espagne, qui ont des pratiques peut-être différentes, qui parlent une langue différente, qui s'installent plutôt à Rabat. Et ça fait qu'il y a peut-être au début des petites tensions qui sont présentes aussi dans le roman. Mais en fait, au final, le but de la course était commun à ces deux entités. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons tous un but commun, et c'est de créer une grande ville qui rayonne de par son histoire, de par son ouverture sur la mer et sur l'Atlantique, et que les gens ne font plus trop la différence entre Rabat et Salé en termes de rivalité, disons, mais plutôt comme deux villes sœurs. Moi, je voudrais juste apporter une petit éclaircissement sur cette question, disant que le centre culturel aujourd'hui de Rabat et Salé, il est dans le bourg grec. Et c'est ça la vision de Sa Majesté, c'est ça la vision royale. Regardez ces grands projets, la tour de Mohammed VI, le grand théâtre. Vous voyez, donc, on a toujours tourné le dos à la mer dans ces deux villes. Mais actuellement, je crois qu'on revient à la mer. Le Maroc atlantique est une réalité, et je crois que cette ouverture vers l'Afrique va se faire par la mer. La construction du port de Dakhla va dans ce sens. Et je crois que nous avons besoin d'une narrativité, d'une narration par rapport à cette nouvelle politique. Et ce livre, ce roman, avec d'autres, vont y contribuer. Effectivement, ce qu'a dit Sidi Abdelkrim Bennani par rapport au livre et à l'Afrique est très, très important. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit un livre, on ne l'écrit pas seulement pour le marché marocain. On l'écrit, que ce soit en arabe, on l'écrit pour le monde arabe et au-delà. Et aussi, lorsqu'on écrit un livre en français, on ne l'écrit pas seulement pour les Marocains, on l'écrit aussi pour le marché francophone. Et je crois que c'est cette nouvelle façon de voir
qui va redorer le blason du Maroc. Le Maroc, ce n'est pas un petit pays, c'est un empire. C'est un empire et il faut avoir cette ambition. Et nos jeunes doivent être fiers de leur histoire, de l'histoire de leur propre pays. Voilà. Merci. Une petite question quand même. Saoussane, je sais que l'historien travaille sur l'histoire. Le romancier qui écrit un roman historique travaille aussi sur l'histoire. Quel est le fil conducteur qui sépare le travail de l'un et de l'autre? Est-ce que c'est en termes de possibilités d'invraisemblance ou de vraisemblance? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'il faut creuser dans cette direction. Merci. La question la plus difficile, bien sûr, pour la fin, par le... Non, je pense que l'historien, il a pour fonction vraiment de retranscrire ce qui s'est passé, l'histoire, les faits, la réalité, et qu'en général, l'histoire, elle est plutôt transmise, disons, de façon, comment dire, politique ou assez froide, pas froide, mais enfin, académique, théorique, voilà, théorique. Et pour moi, le romancier, c'est quelqu'un qui... le romancier historique, c'est quelqu'un qui s'inspire de ces faits, mais qui essaye plutôt de comprendre ce qu'ont vécu les personnages sur le plan émotionnel, sur le plan humain, qui est en général un peu mis de côté quand on parle simplement de manière de l'histoire en termes théoriques. Donc le rôle du romancier, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé au niveau humain et de le transmettre. Je pense que ce sera la dernière question avant de passer à la séance de dédicace. Je crois qu'il y a des gens qui s'impatientent pour prendre leur livre. Ça me vient juste à l'esprit. Il y a 2 ans, le NIMAR, le centre hollandais, a présenté un film sur le retour, c'est-à-dire la nostalgie des Mauresques, de ceux qui ont été refoulés de l'Espagne, et parmi lesquels il y a ma famille aussi. Alors, ils ont cette nostalgie qui est là, et il a été traduite par El Corión, un membre de la famille El Corión. Elle a été dite, et il y a aussi beaucoup de familles que je vois ici qui ont des origines mauresques. Alors là, elle a été, c'est-à-dire c'est comme un feu là, et il garde les clés. Il garde beaucoup de souvenirs. Il y a mon grand frère qui parle toujours espagnol et qui garde le souvenir de cette terre, et il n'arrive pas à oublier. D'ailleurs, il y a la chanson ça veut dire là, c'est un désir là. Est-ce que vous l'avez traduit là en parlant de ça? Et merci. Oui, j'en ai parlé dans le livre des gens qui avaient été chassés d'Espagne et qui avaient ce besoin et cette envie de revenir, et je le décris dans le livre. Je décris ça dans le livre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, la première de l'année du Book Club Le Matin. J'en profite pour remercier Le Matin de nous donner cette opportunité de nous retrouver autour de livres, de pouvoir rencontrer des auteurs. Merci beaucoup Saoussane pour le livre, pour ce beau roman et pour cette agréable conversation. Merci au Sofitel qui nous accueille, toujours dans les meilleures conditions. Et merci à tous d'être venus ce soir. Merci.